Okay, far more efficient to come back to the seats after a long day of networking, a long day of chatting with everyone. So thank you for this. We'll be launching the last session of this event before the closing cocktail, obviously. Please come in. So we'll have a roundtable that will be animated by Anjali Shankar next to me, and she'll be able to introduce every one of the speakers. A mix of financiers, Mr. Ricardo is here with us, but also former laureates to discuss maybe a more operational view on the topics that were discussed during the roundtable this morning. So hope you enjoy this session, and we'll be maybe asking just after the session and before going to the cocktail that all the laureates come back on stage one last time. We'll do one group picture with the organization team. This is the only one that we didn't do yet. And obviously you will receive a package either this evening, either tomorrow, sure by the end of the week, with all the pictures that were taken. So you can also on your side communicate, keep also a memory of the 2 days. We had photographers during the whole session, so this will be obviously shared with you afterwards. So I'm leaving the floor to Anjali Shankar, and thanks a lot for animating this session. Okay. Yeah. So thank you very much for this introduction. So I think that everybody has been talking to each other, and it's going to be a bit difficult to say something new, but we still are going to try. So maybe I can ask all the panelists to come and take a seat over here. We have Patrick Haguet, CEO from PAM Africa. Paul Bertomeu from MyJoulebox here. And Kevin Sono from SB, the utility from Benin. Damien Ricordo from Finnergreen, a funding agency. And Eva, I know that the pronunciation in Malagasy, maybe you can pronounce it for us. Tu peux nous prononcer ton nom de famille? Sahundalen. So I'll call you Eva, I think. Please take a seat over here. Donc on va faire la discussion moitié en français, moitié en anglais, suivant que les interlocuteurs soient plutôt francophones et anglophones ou anglophones. Donc on a 1 heure devant nous. L'idée, c'est d'essayer de prendre un petit peu de hauteur de vue par rapport à tous les échanges qu'on a pu avoir depuis ce matin. La première question, c'est qu'on a vu énormément d'innovations qui visent toute cette problématique de l'accès. Et on sait que l'accès est une problématique fondamentale pour l'Afrique, puisque globalement, on est quand même à moins de 30% d'accès aux services électriques. On a beaucoup d'innovations dans les zones décentralisées. Donc, une vraie question qui se pose, c'est comment réussir ce passage à l'échelle. Donc, on s'est dit qu'on travaillerait sur 2 clés d'entrée. Une clé d'entrée étant le partenariat avec les autorités publiques, puisque si on n'a pas un cadre réglementaire qui nous permet d'avancer de manière claire et transparente, c'est compliqué à la fois pour les développeurs et pour les financeurs, comme on aura l'occasion d'en parler également. Par ailleurs, il reste encore beaucoup de challenges techniques, puisqu'on voit aujourd'hui que certaines innovations technologiques permettent quand même vraiment d'optimiser et de mieux utiliser les infrastructures existantes. Dans le contexte de la compagnie d'électricité béninoise, on parle de 40% de pertes techniques, peut-être pas 40, c'était pour eux 40% à Madagascar, c'était 23% pour le Bénin de pertes techniques et non techniques. Donc c'est vrai que si on arrive à passer de 23 à 2%, ça change quand même la problématique d'une certaine façon. Entre les deux, on a vraiment cette question de financement. Donc, on aura Damien Ricordo et je pense que Paul aura également pas mal de contributions à faire sur cette question de comment lever des financements pour arriver à ce passage à l'échelle. Donc, je passe peut-être d'abord la parole à Eva.
Donc, vous l'avez entendu présenter l'innovation technologique qu'il y a dans le contexte malgache. Mais Eva, je vais peut-être te demander d'abord de resituer le contexte dans lequel vous travaillez, puisque c'est un contexte assez particulier où on s'intéresse à l'accès des zones vraiment isolées. Donc tu nous décriras peut-être le contexte dans lequel vous travaillez, la taille des communautés dans laquelle vous travaillez et une situation quand même où on a affaire à des pertes techniques qui sont très importantes. Donc on serait quand même très intéressé à apprendre de votre expérience en matière de ce que cette innovation technologique va permettre de faire pour réduire ces pertes et surtout, derrière tout cela, quelle organisation mettre en place en partenariat avec les communautés locales pour évoluer peut-être d'une société purement commerciale vers une structure d'entreprise solidaire et responsable. Donc, à toi la parole, Eva. Merci, Anjali. Alors, nous sommes à Madagascar, dans 2 communes rurales qui sont difficilement accessibles, avec 2 technologies différentes. La première, une centrale hydro, et la seconde, hybride entre une hydrolienne et une plateforme photovoltaïque. Sur la première, donc l'hydro, nous sommes à 350 environ d'abonnés. Donc c'est de très petite taille par rapport à des installations qui intéressent les investisseurs et aussi la puissance est de 60 kilowatts. Ensuite, s'agissant de contexte au niveau de l'opérateur, alors puisque c'est un opérateur de petite taille, il a manifesté beaucoup de difficultés en termes de coûts d'exploitation, en termes de pertes techniques et non techniques à plus de 40%, et surtout des difficultés donc, à satisfaire les abonnés, puisque les principaux abonnés, les plus consommateurs, les usagers les usages productifs donc de l'électricité, ils ont peur en fait du réseau, ils n'ont pas confiance puisque tellement le service est mauvais. Ça ne les intéresse pas et ils préfèrent rester sur leur groupe électrogène et c'est une perte pour les usagers qui ont l'électricité juste à côté mais qui ne se raccordent pas et surtout pour l'opérateur aussi. Et c'est en solution à tous ces problèmes-là que nous, le GRET, nous avons discuter avec l'opérateur pour voir comment résoudre ces problèmes. Et pour cela, en termes d'innovation technologique, nous allons mettre en place des capteurs IoT qui vont permettre d'améliorer l'offre en termes d'électricité, donc pour suivre en temps réel quelles sont la production, voir quelles sont les potentielles pannes et pour pouvoir mieux satisfaire les consommateurs. Et de l'autre côté, au niveau des abonnés, donc de mettre en place des compteurs intelligents pour pouvoir savoir en temps réel également quelles sont la consommation de chaque abonné, voir comment il consomme, à quelle heure il consomme pour mieux allier l'offre et la demande et améliorer le service, revenir sur la confiance de ces abonnés-là par rapport au service. Et puisque l'opérateur privé a déjà manifesté donc son abandon
par rapport à son exploitation. Je dis abondant puisque c'est ce qui s'est passé en fait. Et ben, nous, le GRET, nous sommes dit, ah non, mais on a déjà un site avec des consommateurs, des abonnés qui ont déjà eu l'habitude d'avoir l'électricité, même si c'était pas encore de si bons services. Et c'est de là que l'initiative d'aller vers l'entrepreneuriat social et solidaire. Et ce modèle, en fait, ça va suivre le mode de gouvernance partagé. Mode de gouvernance partagé, puisque tous les acteurs en lien avec l'électricité seront invités à la table du conseil d'éthique de l'entreprise. Il y a certes le conseil d'administration qui va assurer tout ce qui est rentabilité, mais ce comité d'éthique-là donc, va assurer et garantir l'intérêt de tous ces acteurs. Il y a l'autorité publique qui sera dans le comité, puisque c'est l'Agence de développement de l'électrification rurale et la commune sont déjà les maîtres d'ouvrage de l'infrastructure. Donc, ils seront là à chaque décision, à chaque difficulté aussi. Ensuite, il y aura l'association des usagers, pas forcément uniquement pour faire des demandes, mais surtout pour décider ensemble de où est-ce qu'on va faire des extensions, pourquoi on prend ces décisions au niveau du tarif, par exemple, le tarif n'a pas changé depuis plus de 10 ans actuellement. Et c'est le tarif le plus bas de Madagascar. Nous sommes à moins de 5 centimes le kilowattheure. Donc, c'est de là que l'association des usagers sera conscientisée et décidera ensemble de l'avenir de ce bien commun qui est l'électricité. Et ensuite, il y aura également la plateforme en lien avec le bassin versant, puisqu'il s'agit d'une hydroélectricité. Donc, on ne peut pas se passer de tous les acteurs qui tournent autour de l'environnement, qui alimentent le bassin versant. Ensuite, il y aura aussi des investisseurs à impact. J'ai mentionné tout à l'heure le difficulté et le fait que les investisseurs ne sont tout simplement pas intéressés au fait d'investir dans des sites d'électrification rurale, surtout à Madagascar. Il y a la fluctuation de l'arrière, mais aussi ça n'intéresse pas les investisseurs classiques qui attendent des rentabilités dans 3 ans maximum. Donc là, on cible plus des investisseurs engagés qui partagent les mêmes visions que nous de mettre en place ce modèle-là. Et comme ça, puisque tout à l'heure, j'ai dit que nous sommes à 300 abonnés, 300 à 400 abonnés. Donc, ça permettrait pour nous de pouvoir étendre sur d'autres sites qui sont à côté, qui sont plus loin. De toute façon, puisqu'on a déjà la nouvelle technologie qu'on va installer bientôt, eh ben, on pourra mieux suivre les sites, même si on prévoit d'avoir jusqu'à 8 sites d'ici les 4 prochaines années. Donc, de là, pouvoir être plus rentable. Et à cette époque-là, les investisseurs ne diront plus que c'est pas intéressant l'électrification rurale finalement, puisqu'on a la solution technologique et ce mode de gouvernance là. Et enfin le GRET, qui est une ONG, bien que nous sommes une ONG, nous serons également parmi les parties prenantes pour avoir une minorité de blocage pour pouvoir
décider ensemble avec toutes ces parties prenantes-là sur la pérennisation, l'avenir de cette entreprise sociale et solidaire. Et c'est comme cela que l'accès universel sera assuré. Merci. Merci beaucoup. So, thank you. Alors, attends, je vais te donner thank you very much, Eva, for this description. I mean, we see that in Madagascar, the challenges are really tremendous because we are talking about a tariff of 5 cents per kilowatt hour. So 5 cents per kilowatt hour, there's no way that you can hope to be attractive for an investor. Plus you have a very high level of losses, basically. And we really hope that with the support of the Digital Energy Facility, you'd be able to manage these losses better. And what we understand from your experience is that before you can go to the regulator and ask, which is possible, for a revision of the tariff, the end users have to buy into that and to agree to increase the tariff. But they would only agree to that if they're convinced that they'll be getting a good service. And given the poor quality of the service, it's not possible in the circumstances of today. So really, thank you very much for your experience, and we really wish you a lot of luck and a lot of energy to make this happen, because the challenges are quite tremendous, and we hope that a few years from now we can hear that you have moved up to 8 such companies, and that maybe our friends from Finnergreen would agree to come and fund you. Let's see what could happen. So maybe we can now move to Patrick, who is going to describe to us quite a contrasted situation compared to Madagascar, which is the situation of Nigeria, where I believe that your framework for developing mini-grids is quite favorable, but what we call a mini-grid in Nigeria is quite different from what one calls a mini-grid in Madagascar. Yes, thank you so much, and thank you, everyone. So I think it's, I could actually relate to some of the points that you've made. I know we have a much more favorable environment in Nigeria, which I'll discuss soon, but in terms of kind of getting investment, there's still a huge risk that they perceive for rural communities. Before I dive into this, I think it's probably best that I talk about Nigeria from a kind of bring more context to the lay of land in Nigeria. We have a population of over 200 million people, and 85 million people of those 200 million people don't actually have access to electricity. So it's a huge problem. I think it's one of the largest energy access deficits in Africa, Nigeria is. And there's a lot of opportunity and a lot of progress that has been made in the last couple of years. One of the key progresses that have actually helped us to begin closing that gap is the mini-grid regulation in 2016. So I think the Rural Electrification Agency in Nigeria set up this regulation to allow foreign capitals and investment to actually come into the country to help us solve our energy access gap. Now, what made that quite interesting is because when it comes to the tariff structure, which you talked about, it's a little bit more variable. So I think first thing first is that if you're generating less than a megawatt, you don't really need a full-blown license as for the IPPs and the rest need. So it's for smaller actors or distributed renewable energy projects, it's a little bit more easier to get into those size of systems. And then specifically on the tariff, there's a band rate on the tariff. So as long as your the cost per tariff is cheaper than an alternative, which would be diesel or petrol generators, you can review that with the regulators, and you can actually get those approved and go ahead to build your system on those tariffs. So the flexibility of those, and as well as being able to connect your grid systems in the future to the distribution grid, so interconnected grids or interconnected mini grid to be more precise. That allows things to be a little bit more open, because you're not worried about, okay, in the next 10, 15 years, I've got this grid. What happens is the distribution company going to come in and just kick me out? There's a regulation in place that allows the distribution company to come to an agreement with you to work on those areas. So these are the different measures that Nigeria is actually putting in place to make things a little bit much more easier
to invest in such assets. And just to give you a context, I mean, even the figures I discussed earlier were actually incorrect. The actual number of mini grids in Nigeria at the moment is about 200 mini grids. And that's definitely improved significantly from where it was a couple of years ago. But we need thousands of these mini grids. 200 is like less than 1% of what we actually need. We need a lot of these going forward to actually bridge the gap. And I'm not saying that mini grid is the best option. There's so many other ideas, and depending on the customer type. But that seems to be the model approach that seems to be working at the moment. But it still has its challenges, which I'll probably discuss in the second part as well. Yeah. So thanks very much, Patrick. I think the tariff, I mean, that's maybe interesting to mention. You were mentioning to me over the phone when we chatted, 150 to 350 naira, which was the band, yeah? Yeah, so you don't really get a ban from the regulator. On the regulation, the document is actually a blank line that you can fill in, and then you send it to the regulator to approve. And that is quite interesting because the regulator understands that it would be of best interest to get a cost-reflective tariff on the grid. And it's open for conversations, open for negotiations. But I think from seeing what other developers are doing and what we're doing as well, the usual band rate is between 150 naira to about 350 naira per kilowatt hour. And some people seem to make it work. It's much more better than Madagascar. I don't think I would work with 5 cents because that's about 50 naira per kilowatt hour. Something, yeah. So that's yeah, right. so I think it's about the minimum is probably about 3 times more than yours. Those cases actually, when you kind of put in those figures into your financial model, from an investment perspective, although there are some risk with currency devaluation and so many other things, that at least gives a bit more certainty that there's some revenue that could be attained from the project that could make it bankable. So I think that's one of the good things that's coming from the regulation in Nigeria that's allowed it to be a very fast market recently. Yeah. So here on voit vraiment le contraste à Madagascar. Donc c'est le tarif le plus faible, même si le régulateur permet une certaine discussion sur le tarif à Madagascar. N'empêche que les tarifs sont très faibles. Et là, on est en train de parler de 5 centimes. Au Nigeria, il y a 200 mini-réseaux, mais les tarifs sont entre 15 et 30 centimes. Donc on est quand même sur des niveaux qui n'ont strictement rien à voir. And maybe you can tell us what the typical size or the band of the size of the so-called mini-grids are. How many megawatts are we talking about per mini-grid? Yeah, so in the regulation, or not really regulation, but with the rural education agency, I think the minimum size for you to determine yourself as a mini grid is about 30 kilowatts. Okay. In terms of generation capacity. But I think we're seeing making it go up to 200 kilowatts now, 300 kilowatts in certain areas for a single mini grid. That's quite interesting, and there's different models. Our mini grids are a little bit much more smaller. I think it was 30 kilowatts and 60 kilowatts on Pan Africa specifically. And we're also thinking about microgrid structures that are a little bit different from the mini grid structure, which can allow for faster deployment. I think if we really understand, let's look at the growth of technology and investment technology in Africa. One of the key things is speed to scalability, right? Speed is such a huge problem, and we really have to figure out ways that we can get these systems in quicker and faster. And I feel if we want to kind of be the next wave of trend in Africa as the clean tech sector, we have to kind of look at it from the VCs and investors' perspective. It's like, well, I have X amount of capital. Should I put it in technology or fintech or something else, or should I put it in clean tech? How quickly would it actually amount to something? And you always have to think about that. So we've created models of different distribution systems that are much more quicker to scale than mini grids, but they're still effectively giving the same power. And those are things that are quite interesting going forward. So it's really seeing those different challenges that
are posing as a risk to unlocking capital, and then trying to solve that. I think that from the regulatory side of things, they've done, most people would say, is a good job. But then again, there needs to be improvement from the developers themselves as well to access those capital. Yeah. Merci beaucoup, Patrick, pour ces informations. On voit qu'on est dans un contexte quand même beaucoup plus favorable pour passer à l'échelle au Nigeria, avec quand même un contexte qui permet d'atteindre la rentabilité, même si au niveau technique, il y a encore beaucoup de potentiel pour augmenter la rentabilité. Et Patrick nous fera part de l'innovation qu'ils sont en train de mettre en place pour permettre d'encore augmenter cette rentabilité-là. Mais bon, resteront encore d'autres questions pour pouvoir attirer justement différents fonds et puis des venture capitalists, comme on dit. Avant de passer directement sur les questions de financement, comme on a la chance d'avoir la SB2E, alors je sais bien que ce n'est pas la SB2E qui s'occupe du hors-réseau, mais nous savons tous qu'il existe un cadre réglementaire quand même au Bénin et qu'il y a beaucoup d'initiatives actuellement pour développer des mini-réseaux. Donc, on s'est dit, et Kevin Sonon a accepté de faire une contribution sur ce sujet des mini-réseaux au Bénin et de comment se passe l'interface avec la compagnie d'électricité. Kevin. OK, merci madame. C'est bien, vous avez su bien dire, la SB ne s'occupe pas de mini-réseau et de hors-réseau, mais je vais essayer quand même de rappeler rapidement la situation. Alors, au Bénin, dans le cadre de la mise en œuvre du hors-réseau, le gouvernement a fait un grand effort en mettant en place un cadre réglementaire depuis 2018 déjà, afin d'accompagner les promoteurs de l'initiation des projets, le choix des sites jusqu'à leur réalisation. L'objectif est de leur accorder une facilitation afin que les projets comme les mining grids, par exemple, soient développés dans les zones identifiés puis susceptibles d'abriter ces genres de réseaux. Ajouté à ça, un financement a été mis en place à travers un grand projet pour leur accorder quand même une certaine facilitation dans le cadre de la mise en place de ces projets-là. Un risque majeur qu'on peut identifier actuellement, puisque moi, vis-à-vis de ma position de distributeur national, c'est que sur certains sites, par exemple, qui abritent ou qui abriteront de mining grid, le réseau national pourrait rattraper ces sites-là. Cela devient une problématique majeure. Mais de toute façon, le cadre réglementaire a prévu quand même différentes options pour la gestion de cette situation. Il faut dire également que le cadre réglementaire au Bénin est assez flexible pour l'initiation des projets dans le cadre du hors-réseau. Je lance donc un appel aux investisseurs ici présents de se rapprocher de nous. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous avons des milliers de localités à atteindre. Voilà. Merci beaucoup pour cette contribution. Et c'est vrai qu'on touche du doigt un problème assez fondamental pour les investisseurs en mini-réseau. C'est que si je commence à développer en hors réseau, donc typiquement dans un endroit où il y a peu de demandes, mais que j'ai beaucoup de succès, c'est-à-dire que je vais attirer toutes les populations des hameaux avoisinants, je vais avoir des usages productifs, donc la demande va augmenter, et d'un coup d'un seul, la rentabilité d'amener le réseau vers ce mini-réseau, en quelque sorte, va être complètement évidente. Et étant donné l'explosion de la demande qu'on espère tous, eh bien, la connexion au réseau, sauf si on est dans des cas d'exception comme des îles ou des zones isolées de montagne, cette question va se poser. Donc c'est vrai que dans des perspectives de long terme, moi je connais un petit peu le contexte du Cambodge qui est plat comme la main et où cette problématique se pose. Pour un développeur qui investit, la question qui se pose très clairement, c'est eh bien, si le réseau arrive, comment vais-je être compensé ?
Et du coup, quelles sont les conditions de raccordement de ma production qui était décentralisée pour devenir une injection dans le réseau à ce moment-là? Et à quel tarif est-ce que cette injection va pouvoir se faire? Donc ça pose quand même des questions de perspective à plus long terme, mais qui parfois peuvent être un peu bloquantes pour certains développeurs. On aura peut-être un petit retour de Ares et MyJoulebox sur ces questions-là un peu plus tard. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette contribution. Je vais peut-être, au vu de ces 3 contextes qui nous ont été présentés, peut-être demander maintenant à Damien Ricordo, qui donc est CEO de Finnergreen, avec une activité quand même importante en Afrique, et ce depuis plusieurs années, de nous donner un petit peu son retour d'expérience travaillant avec beaucoup de différents investisseurs. Donc il y a des gens qui investissent en dons, il y a des venture capitalists, il y a des gens qui peuvent apporter des prêts aux différents porteurs de projets. Comment est-ce que vous sentez aujourd'hui l'appétit de tous ces différents partenaires pour le hors-réseau? Quels sont les risques qu'ils perçoivent et quelles sont les opportunités que vous voyez, étant donné l'ampleur des besoins quand même qui restent encore phénoménaux? Non, merci beaucoup. Donc effectivement, Finnergreen, on est assez actif en Afrique. Donc on a un cabinet de conseil financier spécialisé dans les levées de fonds pour les projets, on va dire, de transition énergétique et d'énergie renouvelable en particulier dans le monde entier. Et notamment en Afrique, on est actif à travers 3 bureaux, un à Abidjan, le second à Nairobi et le 3e à Cape Town. Donc on couvre vraiment toutes les parties de l'Afrique. Concernant le sujet des financements off-grid, c'est vraiment un sujet particulier et je dirais que c'est le plus épineux de tous les sujets de financement qu'on doit avoir faire. Le problème des mini-grids, en fait, pour réussir à financer ce type de projet, en fait, ils sont de l'ordre de 3. Le premier étant la taille. C'est vraiment des petits objets. Donc, il faut qu'on arrive à une échelle suffisante pour pouvoir attirer des capitaux étrangers, en tout cas institutionnels, puisqu'en fait, un financement classique ne viendra pas avant plusieurs millions d'euros, je dirais voire même à partir de 10 millions d'euros. Donc, il faut vraiment avoir une taille critique. Le deuxième enjeu, c'est un sujet de profitabilité, parce qu'effectivement, on a des petits objets éparpillés dans le pays. Donc, en fait, le seul truc, c'est qu'au début, la consommation, elle n'est pas là, forcément au rendez-vous. Il y a une phase de ramp-up. Et donc, du coup, sans subvention, aujourd'hui, un projet de mini-green ne fonctionne pas économiquement parlant. Et le troisième problème qu'on a, c'est le sujet de bancabilité. C'est-à-dire que comme ce sont des petits projets, ce sont des petits porteurs en général, ils ne sont pas forcément en mesure d'apporter les garanties suffisantes pour des financements, on va dire, structurés. Et donc du coup, on a tous ces types de problèmes qu'il faut régler pour essayer de trouver des financements adéquats. Vous allez me dire, super, merci beaucoup, que des problèmes, je rentre chez moi et on ne fait plus rien. Non, malgré tout ça, il y a des solutions qui existent. Elles sont fines, mais on peut les travailler. Donc, nous, on en voit plusieurs, donc d'un point de vue, on va dire, institutionnel public et d'un point de vue privé. D'un point de vue public, donc, comme a été organisé par le Bénin, je pense que l'organisation d'appels d'offres, notamment étatiques, en disant je vais donner un appel d'offres 100, 200 villages à équiper en mini-grid, permet tout de suite d'avoir l'effet d'échelle et permet aussi, si on arrive, notamment c'était le cas du Bénin, d'attirer notamment des financements institutionnels, donc des subventions qui soient attachées à l'appel d'offres, qui viennent de banques de développement. Et tout de suite, on sait que si on a gagné l'appel d'offres, on a une taille critique suffisante en termes de projet, et 2, on a les subventions attachées. Donc ça permet d'avoir un cadre qui permet ensuite de se dire, je vais pouvoir lever des capitaux parce que j'ai une taille suffisante, et en plus, j'ai des projets qui sont rentables. La deuxième solution qu'on voit, nous, de manière plus privée, et qui aujourd'hui, que je n'ai pas encore vu s'étendre au mini-green, mais qu'on voit beaucoup sur le secteur CNI, donc tout le secteur qui est, on va dire, des autoconsommations pour des industries locales en Afrique, c'est tout le sujet en fait du financement, ce qu'on appelle le financement bridge. Donc en gros, au début, vous n'arrivez pas à la taille critique, mais vous avez certains projets à financer et au fur et à mesure, ça grossit. Donc, mais il faut quand même les financer et les mettre en opération avant d'avoir de nouveaux projets, avant d'atteindre la taille critique. Dans ces cas-là, on peut faire des financements court terme sur des durées de 1, 2, 3 ans.
et en fait qui permettent à l'opérateur du coup d'avoir le temps suffisant de construire son parc, je dirais, de mini-grid. Et une fois qu'il a la taille critique, eh ben, il va pouvoir refinancer le projet avec notamment des banques de développement, sur le temps de mettre en place vraiment des financements structurés qui sont plus établis. Donc nous, aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on voit, quel chemin, je dirais les deux chemins qui sont à suivre et qui permettent aujourd'hui au mini-grid d'opérer ces projets. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Alors, on voit en effet des programmes comme au Bénin, avec le programme MCA, par exemple, qui a permis d'apporter un certain niveau de subvention et ensuite d'aller faire le closing sur d'autres instruments. L'AFD, avec des financements de l'Union européenne et anglais, a eu le même genre de programme aussi au Kenya, avec le Green Mini Grid Facility. Donc oui, le message, je pense, est bien passé sur le fait que ce sont des schémas quand même qui permettent d'avoir cette taille critique et d'avancer. Peut-être que Paul, tu peux nous en dire un petit peu plus, puisque justement tu as travaillé sur cet instrument-là, et peut-être justement nous décrire comment, à partir de cette base de taille critique et de subvention qui permet peut-être d'atteindre la rentabilité voulue, vous avez réussi à mobiliser l'equity puis la dette qu'il fallait pour arriver au closing de votre cluster de projets en quelque sorte. Oui, merci Angie. Donc peut-être pour recontextualiser, donc nous côté Majulbox, du coup donc on est présent en Afrique, on a un groupe africain depuis plus de 10 ans, donc on est présent dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest et un pays de l'Afrique centrale. Et donc au début en fait notre activité principale c'était de vendre des kits solaires de petite taille jusqu'à des centaines de kilos. Et en fait, on s'est lancé en 2018 dans les mini-grids, justement dans le cadre de cet appel à projet. Et en gros, les premiers projets sortent cette année en 2023. Donc il a fallu 5 ans. Donc c'est ce que disait tout à l'heure Patrick, le développement, il faut que ça aille vite. Là, c'est 5 ans. Et récemment, j'ai discuté avec un ami qui est en train de se construire les nouvelles centrales nucléaires en France. Et il m'a dit que leur objectif, c'était de faire 5 ans. Et donc on voit bien qu'il y a quelque part un petit problème sur cette timeline-là. Et en fait, qu'est-ce qui a pris du temps? Donc en gros, sur les 5 ans, pendant 2 ans, il a fallu choisir les tarifs et obtenir la subvention. Donc ça a duré 2 ans. Ensuite, de définir le tarif et la concession, 2 ans supplémentaires. Et de trouver les financements, ça nous a pris 3 ans. La construction, en y inclusant le procurement, etc., 6 mois. Et en gros, tout ce qui sont les essais, etc., donc tout ce qui est la mise en service actuellement, avec justement l'autorité de régulation, la BERM et la présence de la SB2E, ça a duré 3 mois. Et donc en fait, sur ces 3 ans, donc la partie de financement, qui est en gros la question, c'est que du coup, en fait, vous avez 2 solutions. Soit vous financez en equity, en fonds propres de la société, mais c'est déjà très compliqué de se financer soi-même et à des taux très chers. Donc du coup, nous, on a privilégié l'option de faire une SPV. Et pour faire une SPV, donc du coup, vous allez devoir chercher et de l'equity et de la dette. Sur la partie de la dette, tant que vous n'avez pas d'equity, vous pouvez oublier. Et aujourd'hui, du coup, nous, à l'époque, donc on avait fait le screening de tous les acteurs. Donc déjà, comme l'a dit Damien, entre 0 et 5 millions, vous pouvez oublier, il n'y aura personne qui va vous prêter parce que c'est trop petit comme ticket. Et donc nous, on avait de la chance d'en passer les 5 millions. Et donc du coup, on a pu trouver 2 acteurs, donc qui sont Neoté et Crossboundary. Et donc, on a avancé avec Neoté, qui du coup a amener cette partie d'equity. Et ça a été ensuite complété avec du financement en gros de fonds de développement qui est Electrify. Mais en gros, on en avait ciblé 3. Il y avait FMO, Electrify et Lion's Head. Et donc, on a avancé avec ces 2 acteurs-là. Mais donc déjà, en tant que développeur, ça prend beaucoup de temps. Vous avez très peu d'acteurs. Mais au-delà de ça, en fait, on se rend compte que rien que la levée de fonds, on a fait le calcul, on est à peu près à 10% de coût de due deal. Ça veut dire que pour aller lever 5 millions, il faut prévoir 500 000 euros en frais d'avocat, en frais de tous ces frais, en frais d'analyse environnementale, etc. Et en fait, aujourd'hui, quand on développe un projet de mini-grid, comme l'a dit Damien, en gros, c'est des projets qui sont distribués. Et la difficulté c'est que du coup, on nous demande aujourd'hui d'étudier un projet comme si c'était un pipeline. Sauf que du coup, ce n'est pas un pipeline qu'on va avoir, c'est 12 pipelines. Et donc, en fait, par exemple, pour une étude environnementale, c'est 5 000 euros. Pour aller vérifier que sur 2 sites, on a bien payé la personne à qui on a acheté le terrain, 25 000 euros. Et en fait, c'est ça les coûts de développement. Et en fait, tout ça,
À la base, c'est à nous, en tant que développeurs, ou de financer à l'avance. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, avant même d'avoir fini votre mini-grid, en gros, vous pouvez faire faillite. Et c'est ce qui s'est passé avec, notamment dans le projet du MCA. En fait, à la base, il était censé avoir 80 mini-grids de mémoire, et il y en a uniquement 20 qui ont abouti au bout, à cause de toutes ces difficultés qu'il y a en chemin. Et donc ça, c'est sur la partie financement. Et ensuite, du coup, la question, c'est aujourd'hui comment on pourrait arriver à trouver des solutions en fait, pour faciliter ça. Et en gros, c'était la discussion quand on avait eu, c'était de se dire, est-ce qu'il ne faut pas des fonds philanthropes qui, au final, vont dire, OK, vous faites des mini-grids dans telle zone, je ne vais pas faire de due diligence, je ne vais pas faire d'analyse et quoi que ce soit, je vais vous financer. Déjà, on va gagner 10%. Et ensuite, on va juste mettre quelqu'un qui va permettre de suivre en se disant, par exemple, ça peut être, on va cibler le financement pour l'achat de matériel. Et donc, à chaque fois qu'on va vous dire, voilà, je vous donne 1 million, enfin, je vous prête 1 million d'euros. Et dans ce 1 million d'euros, 90% doivent être à l'achat matériel. Et donc, à chaque fois qu'on peut, par exemple, donner une facture, à ce moment-là, ces fonds sont utilisés pour ça. Et du coup, ça permet de garantir à l'investisseur, donc à ce fonds philanthrope, que l'argent est bien utilisé, entre guillemets. Et ensuite, le but, c'est de vraiment pouvoir y adosser les acteurs publics, comme par exemple la Caisse des dépôts. Donc, par exemple, en France, qui finance les autoroutes, c'est la Caisse des dépôts. Et bien, il faudra arriver à faire la même chose, de mon point de vue en Afrique, c'est qu'en gros, la Caisse des dépôts puisse participer au financement de ces projets de services publics. Parce que comme on le verra, en fait c'est pas juste on amène l'énergie. En fait, c'est on amène les services publics dans ces villages-là. Voilà. Merci beaucoup pour toute cette contribution. Et c'est vrai que de notre discussion, ce qui est ressorti, qui somme toute interpelle un peu, on se dit, on ne peut pas aller chercher des VC, des venture capital, parce qu'ils sont trop chers, ils veulent des retours trop courts. Alors, en effet, on a tous ces instruments publics et parapublics qui cherchent à se mettre sur ce marché-là, mais qui ont souvent des conditionnalités, des prérequis en matière d'études d'impact environnemental, social, etc. Et quand on en rajoute les coûts, in fine, on se demande bien qui coûte plus cher, quoi, en termes de temps et de ressources qu'il faut mettre là-dessus. Donc c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on en arrive vraiment à la conclusion que s'il n'y a pas un minimum de subvention à l'entrée ou un développeur qui fait ça, mais adossé à une plus grosse entreprise qui fait ça en tant que RSE ou dans une perspective de très long terme, on a du mal à voir ces projets émerger. Peut-être que Patrick pourra nous en dire un petit peu plus. C'est peut-être, je ne sais pas si la réglementation, I don't know whether the regulations, in terms of environmental impact assessment and so on for the mini-grids are somewhat simplified in Nigeria, because one of the big problems that we see is that, donors, they want to go towards mini-grids, but there is a real difficulty in formulating simplified approaches for smaller investments. Yes, and that's where a lot of the kind of technical advice and support comes in. So there are various actors in there in Nigeria, either funded through international funding or the government themselves, that actually provide templates for reporting on these different activities. So impact assessment templates, environmental impact assessment templates. There are reports and documents that the Rural Education Agency would actually provide the developers to ensure that they're reporting on these metrics, because it's important from an impact perspective, especially those impact investors. They are actually more interested in actually seeing some of those information. So there is some support out there. I know that other consultancies who have been provided funding to provide those documents. But I think that allows it kind of brings the developers from maybe a low-level skill to a higher-level skill to be able to access those type of funding. And these are the activities that are needed, not just in Nigeria, but other African countries as well, because there are indigenous developers who are looking to access this funding but might not have the capability to do that. So I think by the government getting involved or international funding getting involved to provide them that support to get there is also quite important as well. And even the funders themselves, they could actually work with consultancies to bring in those measures in place that would allow it to be easier for developers. Because
as developers ourselves, we had a hard time already building these grids. Like, so we have a very difficult time. Most likely, it's smaller teams. There's less capital. You want to move most of your capital into the asset category as much as possible. So you really have less hands to work on such tedious activities, but it's important activities. So who's going to do it? Because if you don't do it, then it'll be much more difficult to get funding in the next round. So you really have to, we have to give a lot of more support to the developers themselves, because it's not an easy task. Because we actually have to go on the field and build these things at the same time. Yeah. Thanks a lot, Patrick. Donc, je pense que là, on a fait le tour de pas mal de questions institutionnelles qui nous montrent quand même que les partenariats publics-privés, il y a des pistes. Les cadres réglementaires évoluent dans les pays. Il y a une vraie volonté de trouver des solutions. Et je pense que les compagnies d'électricité voient très bien la complémentarité, notamment avec la production distribuée, même s'il y a beaucoup d'enjeux qui ne sont pas tout à fait évidents encore aujourd'hui à résoudre, mais on avance dans cette direction. Sur les questions de financement, tout ce qui est les coûts de transaction, comme on dit, reste encore à diminuer dans la mesure du possible. Donc ça, je pense que c'est un message très clair de la part de tous les développeurs vis-à-vis de bailleurs des fonds. On est prêt à faire preuve d'imagination avec vous pour essayer de voir comment on peut diminuer ces coûts de transaction. Cela étant dit, on va passer donc à la troisième partie de notre discussion, qui est qu'il reste encore quand même beaucoup de potentialités pour améliorer la rentabilité de l'efficacité et la rentabilité de du fonctionnement de ces mini-réseaux. Et on va peut-être commencer par Paul avec l'innovation de MyJoulBox pour nous illustrer quand même comment, grâce à des nouvelles technologies, on peut espérer améliorer la rentabilité, qui reste un sujet très important pour les financeurs aussi. Oui, parce que c'est vrai que du coup, en fait, toute la première partie qui nous a pris 5 ans, qui est au final de savoir, de dessiner comment va marcher un mini-grid dans 5 ans, en fait, le plus dur, c'est de le faire. Et donc, en fait, la deuxième étape, c'est l'opération pendant les 20 ans, et c'est comment on va arriver à rentabiliser ce mini-grid. Et pour ça, la première réponse, c'est d'arriver à augmenter la consommation. Donc c'est pour ça que, par exemple, on a eu un projet avec le GRS financé par l'AFD, dont l'objectif est d'arriver à accompagner les utilisateurs pour pouvoir les faire consommer. Comment je consomme, comment je fais du pain. C'est vraiment des études très terrain sur combien de baguettes qui est mangé dans le village, etc., etc. Et ensuite, il faut arriver à associer ça avec les besoins énergie du village. C'est-à-dire, par exemple, combien va nous coûter, combien va consommer une entreprise de fabrication de pain, combien va consommer un coiffeur, etc. Et en fait, nous, de notre côté, ce qu'on a développé côté MyJoulBox, en fait, c'est un compteur qui est en équivalent du Linky, qui va collecter les données en temps réel, toutes les données, donc puissance, énergie, tension, etc. Donc ça nous permet en fait de savoir si le réseau va bien. Donc par exemple, de voir en bout de ligne s'il y a une tension qui est trop basse, et donc de voir comment on peut améliorer ça. Mais aussi, essayer d'arriver aussi à cartographier les différents clients et de pouvoir anticiper du coup les évolutions, et donc de pouvoir réduire les capex. Donc par exemple, on va pouvoir se rendre compte que sur telle phase, les gens consomment, alors que sur telle phase, les gens ne consomment pas, alors on va pouvoir les déplacer. Mais on va pouvoir aussi leur dire, et donc c'est un petit peu un marché de la flexibilité au niveau du mini-grid qu'on va mettre en place, c'est-à-dire dire, il y a des usages qu'on peut déplacer, donc un peu en fait le principe des ballons d'eau chaude qu'on a ici. Donc on va pouvoir déplacer ces différents usages durant la journée pour pouvoir éviter d'utiliser le groupe, parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on utilise le groupe, on perd de l'argent. Le mécanisme est simple. Et en fait, donc, avec ce compteur qu'on a développé, on a les données, donc toutes les données de consommation, mais on peut aussi envoyer des consignes au compteur pour pouvoir justement permettre de décaler des équipements, de couper des équipements, etc. Et ce compteur aussi permet, comme ce qu'a dit Eva, de pouvoir en fait collecter les données pour l'utilisateur pour comprendre sa consommation. Parce qu'aujourd'hui, même nous qui sommes nés entre guillemets avec l'électricité, on a toujours du mal à savoir comprendre sa consommation. Imaginons des gens qui n'ont jamais utilisé l'électricité pour arriver à comprendre pourquoi ils consomment. Donc aujourd'hui, par exemple, on le voit, on propose d'ailleurs, c'est un des projets avec le GRS, c'est de dire voilà, vous avez un moulin thermique, mettez un moulin électrique, mais la personne dit oui, mais qu'est-ce que je vais gagner? Et donc en fait, il faut arriver à leur démontrer qu'ils vont pouvoir faire des économies, si économies ils arriveront à faire.
Et donc ça, et ensuite, le deuxième point, c'est qu'en fait, avec ces données collectées, parce qu'aujourd'hui, en fait, on fait des dimensionnements de mini-grid qui sont assez empiriques. Donc, on va faire des études, des sondages, etc. Mais en fait, on ne connaît pas réellement la consommation. Et avec ces données qu'on va avoir d'historique, on va pouvoir, entre guillemets, mieux dimensionner les mini-grids, donc les prochains mini-grids, et du coup, en optimiser les OPEX, ce qui va permettre du coup de réduire les projets et donc d'augmenter la rentabilité. Et ensuite, au-delà de ça, en fait, on se rend compte qu'on est non pas juste on n'amène pas juste l'énergie, mais on amène des services publics. La dernière fois, du coup, on voulait construire, on était allé sur un des sites pour pouvoir construire le mini-grid en 5 jours. C'était l'objectif qu'on s'était fixé. Et quand on a discuté avec les habitants sur place, c'est la première chose qu'ils nous demandaient, à quand est-ce que vous allez nous ramener Internet? Et donc, en fait, on se rend compte qu'en fait, il y a tous ces services derrière qu'il faut amener et qu'on doit piloter, suivre, accompagner pour arriver en fait à faire des mini-grids rentables, pour être, entre guillemets, en fait, on est un acteur de service public, on amène le service public dans ces villages-là. Et c'est vrai que souvent, pour rebondir sur l'énergie centralisée versus décentralisée, souvent on compare le coût, par exemple, j'allais dire de la SB2E avec le coût d'un mini-grid. La difficulté, c'est qu'on a fait ces analyses-là, nous, en interne, pour se rendre compte comment on pourrait arriver à proposer une solution qui est économique pour le client final, qui serait le même tarif, par exemple, que la SB2E. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, la SB2E, entre guillemets, va plutôt aller amener l'électricité pour des citadins, des gens qui ont les moyens, qui vont consommer beaucoup. Nous, aujourd'hui, les clients qu'on va amener majoritairement, c'est des clients qui consomment, des ruraux qui consomment très peu. Et en fait, on s'est rendu compte, par exemple, sur toute la catégorie, donc les DOM 1, donc les consommateurs les plus petits, c'est qu'à chaque fois qu'on raccorde un client, on perd de l'argent. On sait qu'on va perdre de l'argent sur 20 ans. Du coup, en fait, on a cette mission de service public qu'on fait, mais qui, au final, ne nous est pas vraiment rémunérée. Voilà. Donc, pour trouver des pistes, par exemple, ça pourrait être justement d'avoir cette péréquation spatiale, où, par exemple, le réseau va compenser, va compenser les opérateurs de mini-grid pour cette énergie pour les plus pauvres. Voilà, il y a plein de pistes qui sont à mettre en place, mais ça, c'est toujours à discuter avec le régulateur et ça va prendre du temps, mais on pense que ça va marcher. Voilà. C'est pour ça qu'on investit dedans. Merci beaucoup, Paul, pour cela. Et donc, Eva, tu vois qu'il y a beaucoup d'échanges à avoir et que quand même le premier point, comme on le discutait en amont de cette discussion, c'est de connaître ses clients, de connaître ses réseaux, de connaître ses clients potentiels. Et peut-être en matière de financement, quand on parle de financement d'un mini-grid, on parle toujours du financement, comme tu le disais, de la production et de la distribution. Mais si on veut que le mini-grid décolle vraiment, il y a aussi cette question des usages productifs. Et donc là, on est sur d'autres approches de financement qui sont donc de la microfinance. Et peut-être à imaginer, si Finnergreen imagine un package pour les mini-grids, un produit spécial, avoir un petit volet microfinance qui, à mon avis, peut faire toute la différence par rapport à la manière dont la demande décolle. Puisque c'est vraiment ça l'enjeu, c'est de faire décoller la demande, mais sans ces petits catalyseurs en termes financiers, la demande a vraiment du mal à décoller toute seule, c'est très clair. Now I'll hand it over to Patrick again, because in the Nigerian context, we are maybe a little bit even further ahead in terms of the tariff structure, because from what I understand, you can even have flexibility while implementing your mini-grid project. And the innovation that you are now developing actually, I think, allows you to look at demand, look at what you're producing and how to optimize tariffs, and possibly have some flexibility, which the regulator allows you to have while implementing the project. And thus you can give us some examples, I think, regarding that, and as to how much you think that you could even save with this kind of an approach. Okay, yes, really good. I think so. The mini-grid regulation 2016 in Nigeria allows us to create different innovations such as our technology. But in order to kind of explain how this innovation works, it would be good to tell a story of one of our customers. So a lady, she's a trader. Her name is Iya Oyo. In Nigeria, in the Yoruba term, Iya means the mother of someone. So the child's name is Oyo. So she has a little store where she sells goods,
And during the daytime, she sells fruits and different items. During the nighttime, she sells drinks for people that come out after work or in the evening period. And she uses energy all throughout the day in different patterns. And also her income fluctuates every day, every hour, and also every month, depending on the season of the year where those goods that she's selling is available. But currently, most of the grid structures and the tariff structures are flat rate structures. So there's one price for all the periods of the year. So in times where she's finding it difficult to actually afford electricity, what she does is just turn off all her systems, right? She turns off all the use. And when we went to speak to her and to understand, okay, what's going on? Why are you not using the electricity? She said, look, at this period of time, I can't afford it. These are the economical challenges she's facing. So we went to our innovation team and said, okay, what can we actually do to ensure that she actually can get electricity at those period of times and still use the grid and ensure that our utilization rate is not low? So we came up with technology called PAM AI, and really that tries to understand the affordability rate and how that changes over a period of months and hopefully hourly in the future. And then design a tariff or design tariffs that's within the regulatory bound that could respond to how she is able to afford electricity. Now, there's so many ways that when we started looking into this, it opened the whole dimension of opportunities in terms of we can actually set in these tariffs and provide notifications to the customer that could allow them to carry out some demand response activities, which she was already doing initially, but more profitable demand response activities for us as a developer in terms of reducing the price of the tariff. And in this case, instead of actually developing new grid structures that are much more expensive, we can actually reduce the need for the battery storage by about 23%. So we have lithium-ion battery storage in our assets. They're quite expensive. If we can kind of introduce those price signals at the nighttime periods where there's less generation from solar panels, there's less battery required or needed for those customers, and that could allow us to reduce the cost of the mini grids and the grids and those microgrids as well. Other than that, some mini grids uses diesel generators. So you'd be surprised. There are some mini grids that actually have diesel generators right next to the PCS, the battery asset, and those generators are turned on when there's a spike in demand, right, to kind of meet those customers. So the question becomes, well, instead of turning on the generators, introducing more cost to your system by increasing your operational cost, you can actually work with the PAM AI dynamic tariff, and the customers can respond during those periods, and you don't have to turn on those generators. So we're looking at roughly about up to 60% when we calculated it, up to about 60% reduction in the use of those generators. So we really strongly believe that the future of grid infrastructure and mini grid structure in Africa actually is very highly related to the introduction of the dynamic tariffs, because with tools like PAM AI, we could potentially introduce new methods and new ways of deploying affordable mini grids, affordable grid infrastructure, not just mini grid, microgrids as well, that it has those tariffs that are time-based. And then that could also allow for more affordability from the customer and a reduction in cost from the developer's perspective. Yeah. Thank you very much, Patrick, for this. Je crois que ça met vraiment au cœur du sujet l'importance de l'efficacité énergétique et de l'adaptation et du signal tarifaire par rapport aux consommations énergétiques. Signal tarifaire qui existe en France en général, mais ici,
l'énorme innovation, je trouve, c'est de se dire pourquoi ne pas l'appliquer directement dans un mini-réseau. Encore faut-il que le cadre réglementaire le permette. Mais en tous les cas, le cadre réglementaire au Nigeria apparemment le permet, et les chiffres sont quand même éloquents, puisque les premières simulations montrent qu'on pourrait économiser 23% de la capacité de stockage batterie, donc ce qui change tout au niveau du CAPEX et de la rentabilité du mini-réseau dont on est en train de parler. Mais bon, il y a l'innovation technologique, il y a le comportement du consommateur et il y a le cadre réglementaire autour de tout ça. Alors, par rapport justement à toute cette question d'optimisation des actifs existants, on va revenir aussi à la compagnie d'électricité. Donc, cette innovation qui est en train d'être, qui a été sélectionnée, qui va être mise en œuvre au Bénin en partenariat avec une société du Nigeria. Et donc, on aimerait en savoir un petit peu plus par rapport à l'innovation que vous allez mettre en place, puisqu'on parle de 23% de pertes techniques et non techniques, et peut-être nous dire un petit peu quelle est l'innovation technologique et quels sont les objectifs que vous vous fixez en matière de niveau de perte auquel vous espérez pouvoir arriver, car ce sujet de réduction des pertes va avoir un impact évidemment très important sur la rentabilité globale du système. OK. D'accord. Pour un distributeur, acheter de l'énergie et la revendre avec des pertes, ce n'est pas l'idéal. Actuellement, nous observons environ 23% de taux de perte technique, y compris non technique, sur nos ouvrages, ce qui n'est pas du tout bien pour nos finances. Il faut dire qu'une étude récente a démontré en interne qu'un point de gagné sur ces 23% correspondrait à environ 1 milliard de francs CFA. Donc, c'est énorme. Donc, tout ce qui va nous permettre, tout projet, toute technologie, toute innovation qui pourrait nous permettre de diminuer et de réduire ce fort taux de perte est prenable. Nous sommes preneurs pour toute innovation allant dans ce sens. Alors, sur ce, nous avons été approchés par la start-up SmartRise du Nigeria pour développer ce projet basé sur l'IoT avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire à travers une collecte de données et les traitements de données pour identifier sur nos ouvrages les points faibles où il y a de fortes concentrations de pertes techniques, y compris commerciales, et après traitement de ces données après traitement des données, de ces données qui seront collectées, nous pourrons identifier exactement, comme je le disais tout à l'heure, les points faibles du réseau et mener des interventions ponctuelles afin d'agir sur ce taux de perte et donc impacter positivement les finances de la société. Donc, comme je le disais, la technologie est basée sur des capteurs que nous allons installer sur des transformateurs, collecter des données, utiliser de l'intelligence artificielle pour traiter ces données. Donc, voilà globalement ce que nous sommes en train de vouloir faire. Donc, j'ajoute également que au vu de cette situation de taux de perte élevé, nous sommes en train d'aller sur le terrain de la digitalisation, c'est-à-dire instaurer vraiment un programme des smart grid que nous allons développer très prochainement, ce qui est déjà pris en compte dans notre plan d'investissement. Donc, nous nous approcherons de toutes ces innovations technologiques qui pourront nous permettre de réduire et puis d'inverser la tendance que nous avons actuellement sur le réseau. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup pour cette contribution. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que la connaissance des réseaux, la connaissance des consommateurs, qu'on soit en train de parler d'un mini-réseau de 300 clients ou du réseau interconnecté de la SB2E, c'est quand même la partie fondamentale et que la digitalisation permet. Donc, on espère qu'il permettra donc une vraie bonne optimisation des approches. Je pense qu'on a eu des échanges très intéressants, que le temps nous est peut-être un petit peu compté, donc on va peut-être pas passer à des questions-réponses. Je pense qu'on aura un cocktail qui nous permettra d'échanger. En tout cas, j'espère que tous ces inputs inspireront aussi les financeurs
à travailler avec les développeurs de mini-réseaux pour développer des mécanismes de financement adéquats et qu'on puisse arriver rapidement à un passage à l'échelle. Merci beaucoup pour toutes vos contributions et je passe la parole à Cyril pour conclure. Merci beaucoup Anjali pour avoir accepté de modérer cette table ronde de qualité. Merci aux participants. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses pendant cette... j'ai pas tout bien compris le financement bridge, mais je veux bien avoir un petit cours particulier. En tout cas, merci beaucoup. On avait prévu un discours de clôture, mais je crois que voilà, c'est juste pour vous dire merci. Merci d'avoir été présent. Et donc il y a un cocktail. Voilà, je pense que pour la suite des événements, ça va être de pouvoir continuer à échanger autour d'un verre et de pouvoir terminer cette journée très riche, voilà, très passionnante. En tout cas, moi j'étais très content de voir autant de monde. J'ai vu également que la journée était une opportunité vraiment à l'écosystème de pouvoir échanger ensemble. En tout cas, côté AFD, comme on l'a vu ce matin, notre directeur général adjoint Bertrand Alkener est vraiment motivé pour donner plus d'ampleur à ce que l'on a pu faire jusqu'à présent avec Digital Energy. On va continuer d'échanger avec l'écosystème, avec Jean-Denis d'Electrify, les personnes de l'IPRE, les personnes du réseau Cycle, Expertise France, pour voir comment on peut aussi, avec bien évidemment la communauté, comment on peut planifier les 3, 4, 5 prochaines années et se donner davantage d'occasions de travailler ensemble. Voilà, en tout cas, merci. Peut-être juste pour les lauréats, for the laureate, I did it in French. I think I'm a little bit tired. Khalil told me that it would be nice to have a group photo with all the participants, with the laureate and all the team that have made it possible. So people from Bluenomi, from ITS, from Yele, from OnePoint, and I would say all of the people that are here, I think all persons are invited to this photo group. So thanks a lot, and see you for the cocktail, and if you are leaving, see you next time. Thanks.